Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur Thomas Le Saint et l'application Saint Sport qui vous donne le meilleur des conseils pour tenir la forme et perdre des kilos et être vraiment le plus athlétique possible. Et aujourd'hui, j'ai un invité de renom. Aujourd'hui, c'est Walid de Déclic Potentiel. Merci à toi, Walid. Bonjour à tous, merci Thomas, ça fait trop plaisir. Merci beaucoup à toi de participer d'avoir participé avoir répondu présent à cette invitation. Alors, comme je dis, moi, mon objectif, c'est de vous entraîner, d'avoir une belle condition physique, d'avoir un corps sain. Mais comme j'explique aussi, il faut aussi avoir l'esprit sain. Et Walid, aujourd'hui, on va parler de ça parce que c'est sa spécialité. C'est un coach mental, mais il est vraiment particulier. Il s'adresse à tout type de public et il va vous expliquer vers qui il s'adresse. Mais j'ai trouvé que ça allait vous apporter de la valeur parce que déjà, il a un sacré parcours et il est confronté avec des personnes qui ont l'impression de tout avoir réussi au niveau du métier, mais il leur manque quelque chose et lui, il est là pour les débloquer. D'ailleurs, c'est son titre, Déclic et Potentiel. Donc, Walid, est-ce que tu peux faire le plaisir de te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Merci pour cette présentation, c'était super cool. En gros, voilà, donc du coup, je suis coach professionnel en développement personnel, donc je suis certifié. En fait, je peux parler de mon parcours. Quand je parlerai de mon parcours, on va mieux comprendre un peu d'où je viens et pourquoi j'en suis arrivé là. Mais bon, voilà, en gros, sur le papier, officiellement, je suis diplômé d'État certifié, coach RNCP 7. Et j'ai aussi 2 spécialisations, la gestion du stress et préparation mentale du sportif de haut niveau, qui t'avait beaucoup intéressé quand on en avait parlé ensemble. Voilà, donc ça, c'est sur. Ensuite, j'ai 2 autres diplômes aussi qui vont vous intriguer. C'est que j'ai un BTS hôtellerie et un titre d'ingénieur informatique. Et donc, c'est ce dont tu parlais, c'est le parcours. Et la question du bonheur, justement, c'est la raison de ce parcours un peu atypique, c'est cette quête, cette recherche que j'ai eue dans ma vie. Et aujourd'hui, j'accompagne justement mes clients dans cette quête personnelle, que ce soit à travers dans leur vie personnelle ou pro, ou cumul des deux. Voilà. Ok, super. Ouais. Bon, je pense que tu nous as bien attisé, tu nous as mis au diapason. Donc, il faut que tu nous expliques comment tu passes de l'hôtellerie, ensuite à ingénieur, les grandes études pour ensuite basculer sur coach mental certifié qui accompagne les gens à trouver le bonheur. Comment t'en es arrivé là? En fait, tout a démarré lorsque j'ai lu un livre. En fait, c'est un livre qui m'a donné un déclic, qui m'a retourné le cerveau. J'étais encore au lycée, j'étais en train de passer mon bac et j'ai lu L'Alchimiste de Paulo Coelho. Ouais, et l'alchimiste, je ne vais pas vous spoiler l'histoire, c'est l'histoire d'un berger qui fait un rêve, et qui est avec ses moutons et qui se réveille le lendemain et qui se dit, mais il rêve de voyage et de partir à l'aventure et de suivre sa quête personnelle, sa légende personnelle. Et ce berger, il va partir à une époque où il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas Internet, donc il traverse comme ça les frontières et il vit des aventures incroyables et il est à la recherche de quelque chose. Et cette chose-là, moi, j'ai décidé de partir à cette recherche aussi. Et donc, j'ai eu mon bac et quand j'ai commencé à faire mes études, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas la bonne voie, mais vraiment pas. Je me suis dit, ces études-là, c'est pas fait pour moi, c'est pas ça qui va me rendre heureux. Je veux suivre ma quête personnelle. La vie, c'est vraiment une aventure. Je veux vraiment découvrir le monde. Alors, du coup, j'ai suivi un peu son exemple et j'ai décidé d'arrêter mes études et je me suis dit, où est-ce que je veux aller vivre? Et à l'époque, c'était dans les années, j'ai 42 ans aujourd'hui. À l'époque, quand j'avais 20 ans, il y avait ce qu'on appelait le rêve américain. Aujourd'hui, il n'y a plus trop ça. Il n'y a plus trop ça maintenant. Un petit peu, mais à l'époque, c'était vraiment le top. Les États-Unis, c'était le rêve. Et il n'y avait pas encore vraiment Internet développé comme aujourd'hui, donc on ne savait pas trop où on allait. C'était vraiment une grosse prise de risque, mais je me suis dit, allez, je me lance un défi, j'arrête mes études et je pars vivre là-bas. Et à 20 ans, et sauf que bon, je ne suis pas non plus inconscient. Je me suis dit, il faut bien que je mange, il faut bien que je travaille. Qu'est-ce que je vais faire là-bas? Et ce que j'ai vu, c'est que
sur le marché américain, les Français sont super bien cotés dans la restauration. Okay. Voilà, on nous déroule, quand on est dans ce métier-là, on nous déroule le tapis rouge, on a tous les boulots qu'on veut. Donc, je me suis dit, voilà, allez, let's go, je vais faire ça. Excuse-moi, comment tu le vois en fait? Tu vas à la bibliothèque, comment tu fais cette étude de marché pour déceler que les Français ont la cote là-bas? Parce que comme tu dis, à l'époque, il n'y a pas trop Internet. Donc, comment tu trouves cette information en fait? À l'époque, en fait, on parlait entre nous, quoi. Tu discutes avec mon pote qui a une sœur qui me parle, qui est partie là-bas en vacances. Enfin, on échange, quoi, vraiment de personne à personne. Et donc, du coup, à l'ancienne, quoi. C'est de personne à personne que tu discutes. J'y vais. Alors t'enquêtes. Les gens te disent ça, tu dis, OK, ça, c'est intéressant. Et après, et donc, du coup… tu te bases sur la parole des gens, tu n'avais rien de… Oui, bien sûr. Bon, après, tu fais confiance. Tu prends des gens de confiance qui sont crédibles quand même, tu vois. Ouais, je comprends, mais c'est quand même… il faut avoir un certain courage à 20 ans. Ouais, c'est clair. Quand juste des personnes qui disent « Ah oui, les États-Unis, il y a un peu la restauration. » Même après avoir lu un livre, tu te dis quand même, ça y est, je quitte les études et j'y vais. C'est pas tout le monde qui J'ai une grosse appétence au risque. C'est vrai que ça m'aide beaucoup. J'aime bien. Et j'ai aussi le côté… quand on me lance un défi et surtout quand on me dit autour de moi, oh là là, c'est chaud, tu vas pas, mais t'es fou, tu vas pas y arriver. En fait, ça me démarre. Quand j'entends ça, ça me démarre. C'est vraiment, ça vient des arts martiaux. J'ai fait pratiquer pendant longtemps les arts martiaux. Et dès l'âge de 5 ans, j'ai commencé les arts martiaux. J'en ai fait pendant des dizaines d'années. Et j'ai été loin. J'ai même fait de la compétition en boxe thaïlandaise où j'ai fait des combats. Donc amateur, hein, mais quand même des combats. Et ça m'a toujours donné cette mentalité de défiance, de combativité, je me relève, quoi. Je n'abandonne pas et j'ai pas peur, quoi. C'est ça, en fait. Cette mentalité, elle vient du fait de devoir monter sur un ring et de pas avoir le choix, de pas pouvoir reculer, tu vois. De te dire, ce combat, il aura lieu et j'ai pas d'excuses. Et ça m'a vraiment forgé, tu vois. Ça m'a forgé et ça m'a permis justement, donc, du coup, de me dire, il va rien m'arriver, il peut rien m'arriver, je peux me lancer, si je perds, c'est pas grave, j'essaye, quoi. Ouais. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, je vais pas quand même faire n'importe quoi, je vais passer un diplôme, histoire d'arriver avec un bagage, et c'est là qui explique, du coup, le fameux BTS hôtellerie que j'ai passé. Donc, moi, je viens du sud de la France, et j'ai eu mon BTS là-bas, et je suis parti vivre aux États-Unis, et je me suis dit, le bonheur, c'est ça, c'est vivre au soleil, en Floride, aller à Miami le week-end, sex, fun et rock'n'roll, la vie, c'est des rencontres, la fête, voilà. Je me suis dit, c'est ça le bonheur. À 20 ans, c'est la vision que j'avais. La vision du bonheur, c'est celle-là que j'avais. Okay. Et en fait, je l'ai à peine effleuré du doigt, quoi. Quand je suis arrivé là-bas, je suis resté plus d'1 an. Mais ce que j'ai vite, rapidement compris, c'est que c'était pas ça, en fait, le bonheur. C'était vraiment pas ça. Va pas trop loin, parce que je vais commencer avec cette première question. Voilà, le Walid de 20 ans, forcément, a plus mûri que le Walid qu'on a aujourd'hui. Ouais. Donc maintenant, avec toute l'expérience que tu as, première question très simple. Pour toi, c'est quoi la définition du bonheur? En fait, le bonheur, c'est quelque chose qui est propre à chaque individu, finalement. Et même pour chaque individu, ça change. Quand j'ai continué de raconter mon parcours, on va voir que ma définition du bonheur à un moment donné, elle est différente après et elle change. Et même encore aujourd'hui, elle a changé. Donc, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment descriptible. Après, moi, j'ai une approche particulière du bonheur, et c'est celle que j'utilise avec mes clients, c'est que je me base surtout sur les valeurs personnelles d'une personne, sur qu'est-ce qui est vraiment précieux et important pour toi dans la vie, qu'est-ce qui vraiment compte pour toi dans le monde. Et ça, c'est déjà pas évident. Rien que cette question-là, elle est difficile à répondre parce que on a souvent des valeurs, mais qui ne sont pas les nôtres. On les hérite de notre famille, ou alors on a été éduqué d'une certaine manière et l'école ou la société nous les a imposées et on se les traîne comme ça toute notre vie. Donc déjà, c'est définir quelles sont tes vraies valeurs authentiques. Et une fois qu'on les a identifiées, déjà, on a fait un énorme boulot. Maintenant qu'on les identifie, il faut aussi s'aligner avec ces valeurs et les voir se manifester dans notre vie pour être heureux. Parce que c'est ce qui va nous permettre d'évaluer le monde qui nous entoure, c'est ce qui va nous permettre d'évaluer aussi notre réussite. C'est ça. Donc, du coup, si on ne sait pas vraiment comment mesurer sa réussite, est-ce qu'on peut dire qu'on est heureux? Ou si on mesure sa réussite sur des fausses valeurs qui ne sont pas les nôtres, du coup, on pense qu'on a réussi, mais au fond de nous, notre cœur nous dit non. On le sent au fond de nous, tu vois.
Et après, quand je vais plus loin avec mes clients, après, j'ai tout un programme qui va faire en sorte d'aligner ces valeurs avec un projet de vie. C'est ce qu'on appelle la mission de vie. On en a parlé ensemble. La mission de vie, c'est faire en sorte que ta vocation, ton travail, ton projet de vie, que ce soit dans ta carrière en tant que salarié ou en créant une entreprise, peu importe, c'est que tu viennes aligner tes valeurs avec ta vocation et ton travail. Et pour ça, tu as besoin de connaître les talents que tu vas mettre en œuvre, ce pourquoi tu es très doué, c'est important. Il faut aussi connaître tes passions, ce que tu aimes dans la vie, ce qui te fait plaisir, ce qui va t'amuser à faire, tu vois. Tu peux être bon dans quelque chose, mais pas forcément affectionner ça. Généralement, ça va ensemble, mais tu peux aimer quelque chose et ne pas être bon. Et quand tu es bon dans quelque chose, quand tu adores ça et que ça t'amuse et qu'en plus c'est aligné avec tes valeurs, après, il y a l'étape ultime qui est non négligeable, c'est l'étude, il faut que ce soit demandé par le marché en fait. Ouais. Parce qu'il faut bien manger, il faut bien gagner ta vie. Et quand tu arrives à gagner de l'argent, et d'un côté gagner de l'argent pour répondre à tes besoins, mais aussi savoir que tu contribues au monde. Ouais. Et ça, la contribution, c'est quelque chose de super important. Quand je raconterai mon retour des États-Unis et la suite de mon parcours, on va voir à la fin comment la contribution a été ce qui m'a donné le déclic sur finalement qu'est-ce que c'est le bonheur. Ouais, en fait, je pense que même moi, quand j'y repense, parce que des fois, je ne sais pas si tu as lu le livre de Simon Sinek, Trouver son why et trouver son pourquoi. Ouais. Et je ne l'ai pas lu, j'ai vu. Ouais, j'en entendais beaucoup parler de ce livre et je ne l'ai pas encore lu. Mais j'ai regardé une vidéo YouTube d'un coach qui allait plus en profondeur, qui demandait à une personne, OK, c'est quoi ton pourquoi? Il demandait ça à une coach de sport. Et la fille, elle disait, oui, c'est pour aider les gens à se maintenir en forme. Il a fait, OK, bon, ça c'est la base. Maintenant, dis réellement c'est quoi ton pourquoi. Oui, bah, c'est pour qu'ils perdent du poids. Non, dis vraiment c'est quoi ton pourquoi. Pourquoi tu fais du coach du sport? Retire cet aspect rationnel et va vraiment dans l'émotionnel en fait. Et c'est vrai qu'en creusant plus, bah, tu comprends vraiment c'est quoi tes valeurs personnelles. C'est vraiment pourquoi tu fais ça, comme tu dis. Et c'est en faisant ça, j'ai fait ce travail que j'ai compris un peu comme tu viens de le dire, que j'ai aussi ce besoin de reconnaissance. Après, je ne sais pas si c'est que moi, mais je pense qu'on a beaucoup l'envie de laisser un peu sa trace dans le monde, de montrer qu'on a de la valeur. Et ce besoin de reconnaissance, je pense qu'il fait partie de beaucoup de missions de vie. Absolument, absolument. Le besoin de reconnaissance, c'est celui qui est pratiquement le plus haut dans la pyramide de Maslow des besoins. On a les besoins physiologiques. Donc là, tout à l'heure, je parlais d'argent. C'est pour ça qu'il faut commencer. Si on n'a pas d'argent, si on n'a pas de quoi payer à manger et on est dans l'insécurité, il faut déjà répondre à ces besoins-là en priorité. Après, on a l'amour, l'appartenance, la reconnaissance, l'estime de soi. Et il y en a encore un qui n'apparaît pas dans la pyramide, qui est la transcendance. Et ça, c'est ça, la transcendance. Quand on arrive à transcender ses propres besoins, et ça, je vais l'illustrer avec mon parcours pour comprendre à quel point c'est vraiment important. Ça, Maslow avait parlé de la transcendance où on a déjà répondu à ses besoins et on ne s'occupe plus de ses propres besoins, mais des besoins des autres, tu vois. C'est par ça que je parle de contribution. Donc, toi, t'en arrives à ce stade. Donc, c'est ce que j'essaye de voir se manifester dans ma vie, mais j'en suis pas arrivé là. Il m'a fallu cheminer pendant plus de 20 ans. Tu vois, tout à l'heure, je disais que le bonheur, je pensais que c'était les rencontres, les voyages, le soleil, la fête. Et en fait, non, ça, c'était pas ça. Et donc, du coup, quand je suis rentré en France, donc j'ai fait carrière dans l'hôtellerie. J'ai fait 10 ans de carrière dans l'hôtellerie. Je me suis dit, bon, bah, je suis dedans, on y va, on continue. Ce qui m'a amené jusqu'en Suisse, où j'ai vécu là-bas pendant quelques années. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que, voilà, les paillettes, le champagne, tout ça, c'est pas ça, le luxe, etc. J'ai bossé dans des 5 étoiles, dans des palaces, notamment au Four Seasons à Genève, tu vois, des très belles maisons. Et je me suis dit non. Et après, donc du coup, j'ai commencé à me poser la question encore. Qu'est-ce que c'est que le bonheur, tu vois? Tu disais tout à l'heure, start with why, tu vois, le pourquoi de Simon Sinek. Et en fait, là, tu vois, je m'étais encore peut-être parti sur une mauvaise voie parce qu'au lieu de me demander pourquoi, je me suis dit qu'est-ce que la société
valorise, c'est quoi le bonheur aux yeux de la société? Comment est-ce que la société qui m'entoure, dans laquelle j'évolue, définit ma réussite? Alors du coup, qu'est-ce que j'ai vu moi? Dans les médias, dans les films, dans les séries, n'importe où. C'est des gens en costume qui travaillent dans des grandes entreprises, qui gagnent beaucoup d'argent et qui font des choses vraiment super sérieuses, tu vois. Là, on n'est plus, voilà, on est dans du concret. Donc, je me suis dit, bon, allez, stop. À 30 ans, j'ai tout arrêté et j'ai repris mes études. Et je me suis dit, je vais devenir ingénieur informatique. Voilà, ça va me plaire. Voilà, je me suis dit, je vais devenir ingénieur informatique. Encore une fois, mais n'importe quoi. Ça fait 10 ans que tu bosses dans l'hôtellerie. Tu vas mettre à la poubelle toute une carrière. Tu es arrivé au poste que tu voulais. En plus, tu es en Suisse. En Suisse, tu gagnes bien ta vie. Tu vas repartir à zéro. J'ai fait let's go. J'ai repris mes études et j'ai eu mon diplôme et j'ai trouvé un poste du coup d'ingénieur informatique et j'ai fait encore carrière pendant 10 ans. Et donc, voilà, là, encore une fois. Mais ce qui est dingue, c'est comme tu dis, tu as fait carrière quand même. Tu as fait 10 ans dans l'hôtellerie et de se dire, hey, j'arrête tout, je reprends les études. Ouais, c'était chaud. C'était chaud. Pour être ingénieur informatique, le truc dingue. Ouais, je suis arrivé, ils m'ont parlé de code, de Java, j'étais là, mais de quoi on parle et tout. De Miami, de la fête, de la Suisse, du de tout ça pour revenir dans quelque chose de très sérieux, cadré. C'est un ouais, c'était un gros défi et j'ai même une bonne anecdote que j'aime bien raconter. C'est un moment donné où j'étais vraiment au fond du gouffre, du creux de la vague, tu vois, le ventre de la baleine. C'est vraiment, j'étais en Suisse. J'étais responsable dans un restaurant étoilé. Je gagnais très bien ma vie, j'avais mon appart, enfin vraiment au top du top. Je me dis mais normalement tu dis t'es bien là, arrête, pourquoi tu vas chercher les problèmes? Pourquoi tu vas chercher les problèmes? Oui. Et quand j'ai pris ma décision, quelques mois plus tard, je me suis retrouvé donc du coup à Toulouse parce que c'est la seule école qui m'acceptait. Donc j'ai déménagé à Toulouse et je me suis retrouvé dans une chambre d'étudiants avec douche et toilette commune, tu vois, avec les autres étudiants. Et à un moment donné, j'étais avec ma serviette comme ça de bain et mon gel douche dans la main dans les couloirs à marcher. Et là, je me suis dit, waouh, j'ai peut-être fait une connerie. Tu vois, c'est le moment où tu doutes, tu dis, est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix quand même? Parce que là, c'est chaud et en plus, tu dois bosser, tu dois faire ton mémoire. Enfin bref, tu retournes à la vie étudiante à 30 ans, ça pique. Hein. Mais encore une fois, voilà, c'est le mental, c'est le mental. Ah, super. Tu as déjà répondu à la question suivante, mais je te la repose quand même au cas où. Ouais. Comment trouver sa mission de vie? Donc, on a parlé un peu du pourquoi. Toi, tu l'as un peu répondu, mais peut-être que si tu pouvais juste le réexpliquer pour toi, comment… Oui, alors ça, j'avais répondu. C'est encore une fois, c'est quoi? Je vais le refaire. C'est quand j'avais parlé d'aligner, de connaître ses valeurs, ouais. De les comprendre, de savoir que ce sont tes vraies valeurs authentiques, de les aligner avec ton talent, avec tes passions, et faire en sorte que ça te permette de contribuer dans le monde et donc de gagner ta vie. Et quand tu arrives à cumuler tout ça, tu as de fortes chances d'être plutôt pas mal, d'être plutôt épanoui dans ta vie. Et en théorie, tu es censé en plus réussir super bien parce que c'est ta mission de vie, c'est ce pourquoi tu as été déposé sur Terre, si je peux m'exprimer ainsi. Donc forcément, tu peux être qu'excellent et performer et réussir et bien gagner ta vie. Et ça, c'est comme ça que j'accompagne mes clients. Et donc, du coup, après, c'est comment on le fait. Il y a plein d'exercices de coaching, des ateliers. L'exercice des valeurs, il y a un exercice qui s'appelle l'échelle des valeurs. Après, tu as un format aussi qui s'appelle l'ikigai. Moi, je fais pas de bilan de compétences. J'utilise quelques outils des bilans de compétences, mais pas forcément. C'est pas forcément ça. Ça va beaucoup plus loin. Et donc, du coup, il y a beaucoup de maïeutique. C'est dans le questionnement. On va explorer l'identité personnelle de la personne, sa bulle de réalité. On travaille surtout au niveau des croyances parce que ce que l'on croit sur notre réalité, donc quand on le croit, on se dit je sais que c'est comme ça, je sais que je suis capable de faire ça ou incapable de faire ça. C'est généralement ce qui va définir nos pensées, ce qu'on croit du monde. Nos pensées vont ensuite générer des émotions et c'est nos émotions qui vont affecter nos comportements. Tu
vois, et ainsi. Donc, tous ces systèmes-là entrent en jeu. Et le travail avec moi, ça tourne autour de ça. Et ça tourne autour de ce système de croyances, de valeurs, de travailler pour répondre aux besoins. Tout ce qui est, voilà, le système CBVLP, on appelle ça. En gros, voilà. Et voilà, donc ça, c'est le travail avec moi. Après, de manière individuelle, chacun peut le faire en cheminant, en explorant, comme je l'ai fait, tu vois. C'est ça. Mais ça prendra beaucoup plus de temps, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Parce que moi aussi, je suis très un peu cérébral. Je me pose beaucoup de questions et comme tu dis, ça prend du temps. C'est-à-dire qu'on a beau noter sur une feuille, sur un ordinateur, quelle est sa mission de vie, tout ça. Mais des fois, il y a tellement de pensées et on a tellement envie de faire de beaucoup de choses que des fois, c'est très dur d'arriver à trouver réellement le chemin le plus clair vers quoi on veut aller, trouver sa passion. Des fois, on peut en avoir plusieurs. Donc, c'est là que c'est intéressant de se faire aussi coacher par toi, un professionnel qui cadre un peu plus la chose, qui peut amener un peu plus la personne à vraiment trouver la solution, quoi. Ah oui, c'est un accélérateur, bien sûr. C'est fait en quelques semaines, en quelques mois. Mes coachings sont assez courts. Le programme que j'ai, il dure 2 mois. Donc ça, c'est le programme en ligne. Mais sinon, un accompagnement, ça peut aller jusqu'à 6 mois. Le plus long que j'ai fait dans ma carrière, c'est 1 an. Et vraiment, c'est quelqu'un qui avait besoin d'être accompagné sur le long terme. Mais le plus important, un des piliers dans ce métier, c'est aussi de favoriser l'autonomie de ton client, qu'il n'ait pas juste toujours besoin de toi, parce que s'il n'est pas autonome, finalement, tu ne fais pas ton travail correctement. Ok. Bah, si ce que vous dit Walid vous parle, sachez déjà que je vous invite à le suivre sur Instagram, Walid Awini. Donc, il partage beaucoup d'informations et il vous donne des conseils et il partage de la valeur. Et si, bien sûr, vous voulez aller beaucoup plus loin, vous pouvez le contacter sur son adresse mail, donc walid@réaliser-votre-potentiel.com. Et il se fera un plaisir de vous accompagner et de vous expliquer un peu plus en détail sa méthode pour trouver sa mission de vie, ce qui n'est pas facile. On va passer à la question suivante. Déjà, je vais te laisser un peu dérouler le parcours parce qu'on en est qu'à la moitié. Là, on est dans le… Il y a 2 gros pôles et là, ça y est. Là, je suis en serviette avec mon gel douche. Là. Je suis pas bien là. Il faut que je m'en parte d'ici. Si on regarde bien, t'es parti en fusée, la Miami et la Suisse, et le grand luxe et la fête et c'est ça qui est intéressant. Et on peut voir que la vie, elle n'est jamais linéaire. Il y a des moments où on peut être au top. Il y a des moments où on peut être dans le creux de la vague. Mais voilà, c'est des étapes à passer. Et toi, c'est ce que tu as passé. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu de cette histoire de douche avec les étudiants et ingénieurs Ouais. Et du coup, j'ai réussi à obtenir mon diplôme. J'ai commencé à travailler en tant qu'ingénieur informatique et ça m'a amené à faire carrière pendant 10 ans dans ce métier-là. Et là, comme je disais, je cochais toutes les cases, tu vois, dans la société, jeune, cadre, dynamique. Je voyais dans les films, dans les séries, tout ça, dans les médias, on se dit le jeune cadre dynamique en costard cravate qui travaille à Paris La Défense. Alors aujourd'hui un peu moins, mais à l'époque, c'était il y a plus de 10 ans. C'était quand tu as 30 ans, tu vois ça, tu dis les belles entreprises. Je bossais dans une entreprise américaine multinationale, je gagnais bien ma vie, je suis monté manager d'une équipe, tu vois. Donc du coup, tu te dis OK, tu vois, aux yeux de la société, tu te dis est-ce qu'il a plutôt bien réussi? Les gens ont tendance à vouloir dire oui, il a réussi. Il est heureux normalement. Et malheureusement, non, toujours pas en fait. Toujours pas. Et non, c'est pas ça le bonheur, tu vois. Pour moi, en tout cas, après, dans ce que je dis, c'est très individuel, c'est subjectif. Évidemment, ça n'engage que moi et c'est mon expérience personnelle. Je suis pas en train de généraliser, mais pour moi, ça n'allait pas. Pourquoi? Et c'est là où je me suis. Pour moi, ça n'allait pas parce que je me dis pour toi. En fait, là, j'ai toujours été à la quête du bonheur. Et là, c'est poser la question du sens de mon travail. Pourquoi est-ce que je faisais ça, en fait? Pourquoi est-ce que je me réveillais le matin? Pourquoi j'allais dans ma tour en verre, là, travailler dans mon bureau? Et en fait, je me suis dit, mais ça sert à rien ce que je fais. Peut-être que certains, parmi les auditeurs, ont connaissance de ce terme, le bullshit job. C'est quelque chose qui est… les bullshit jobs, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube dessus, les bullshit jobs. En gros, j'ai eu une réalisation à un moment donné où je me rendais compte que dans mon entreprise, on me donnait un objectif. Chaque année, on me disait, voilà ton objectif, il faut que tu atteignes ça, il faut que tu fasses ça. Ce projet, il faut que tu l'amènes au bout. Moi, toute l'année, je travaille super dur, j'atteins mon objectif, je l'ai réussi,
Et en fait, finalement, je regarde autour de moi et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai changé dans le monde? Qu'est-ce que j'ai fait vraiment concrètement? Quelle valeur j'ai apportée autour de moi? Et en fait, je me rends compte qu'il y a une seule chose qui a changé, c'est qu'il y a un actionnaire américain de la boîte que je ne rencontrerai jamais, qui a déjà un jet privé et grâce à le fruit de mon travail, a pu s'acheter un bateau. Tu vois? Tu te dis, en fait, j'ai juste réussi à enrichir des gens que je ne connais pas. Et en fait, finalement, ok, c'est super. J'ai enrichi des gens, moi, j'ai gagné de l'argent, mais finalement, j'ai rien. Enfin, voilà. Ça sert à rien ce que je fais. Je brasse du vent, quoi. Je brasse du vent. Et je me suis dit, mais comment, hein? Je veux dire, c'est dur parce que tu n'es pas le seul forcément à vivre ça. Et il y en a beaucoup qui travaillent à la défense, même actuellement. Et moi, à chaque fois, quand je passe à la défense, j'ai l'impression, je me dis, je suis dans l'enfer, en fait. J'essaie de rester le moins possible. Ça m'horripile, cet endroit. Mais il y a des gens, forcément, là, actuellement, pendant qu'on parle, qui sont dans cette situation de se dire, mais en fait, à quoi je sers, en fait? Je suis juste un pion dans une tour. Comment m'en sortir? Et c'est ce que tu as vécu. Tu es une pièce dans l'engrenage, quoi. C'est ça, exactement. Ouais. C'est bien dit, ça. Tu es une pièce dans l'engrenage et tu fais tourner le système, un système qui ne produit pas vraiment, enfin, qui ne sert pas vraiment à changer des vies, à changer le monde positivement, à contribuer, en fait. C'est un enfer, c'est vraiment un enfer. Moi, j'ai fait 10 ans dans ce métier. Ouais, c'était chaud. J'ai pas fait un burn-out, mais j'ai fait ce qu'on appelle un brown-out, où vraiment tu es limite au bord de la dépression. Ouais. Tu es au bord de la dépression, tu sens que tu commences à te déconnecter des gens autour de toi. Tu parles même plus aux gens t'as plus envie de parler avec tes collègues. Tes collègues le sentent et du coup, tu le vois et tu peux rien faire et du coup, c'est double peine parce que du coup, tu t'en veux que de ne pas être là pour tes collègues, de ne pas vouloir sociabiliser avec eux. Tu te réveilles le matin et ça devient un engrenage. Et en fait, le pire du pire, c'est que à la fin, chaque tâche que tu faisais facilement avant, tu vois, des choses que tu fais au quotidien, ça devient hyper dur. Même la plus petite des tâches devient insurmontable. Et à chaque fois qu'on te demande quelque chose, tu te sens impuissant et tu deviens même mauvais dans ton travail. Alors que c'est quelque chose que tu maîtrises, tu as 10 ans de carrière, tu deviens assez expert dans ton domaine. Mais tu deviens incompétent, en fait. Et tout ça, c'est un cercle vicieux. Et j'ai arrêté avant d'arriver au burn-out, mais j'y étais pas loin. Ah, tu sentais arriver. Comment? Excuse-moi, je te sentais arriver le burn-out. Ouais, non, si j'avais persisté, je pense que je l'aurais fait, j'aurais fait un burn-out. Ouf. J'aurais craqué. Et là, c'est plus, là, ça devient pratiquement physique. Hein, le burn-out, c'est limite. Là, j'aurais dû partir en arrêt maladie, etc. Et en fait, voilà, je me suis posé la question du sens. Et en gros, la réponse, elle est venue à moi en observant mon parcours. Quand j'ai regardé mon parcours, je me suis dit, j'ai toujours aimé me lancer des défis. J'ai toujours aimé affronter les épreuves, surmonter les obstacles, être fort mentalement, que ce soit les arts martiaux qui m'ont donné cette impulsion initialement, que ce soit par la visualisation, l'atteinte des rêves, vouloir réaliser mes rêves, partir vivre à l'autre bout du monde, quand ce soit me lancer des défis qui paraissent impossibles, reprendre mes études à 30 ans pour devenir ingénieur informatique alors que j'ai bossé dans l'hôtellerie. Et j'ai remarqué autour de moi que j'étais pas le seul. Comme tu l'as dit, en ce moment même à la Défense, il y a peut-être des gens qui sont en train de penser ça. Et tout au long de mon parcours, j'en ai rencontré des gens comme ça, des gens qui me disaient non mais c'est pas possible et que je sentais que eux aussi avaient cette quête intérieure. Alors soit ils n'en étaient pas conscients et donc ils ont des valeurs qu'on leur a imposées et finalement ils se disent la société attend ça de moi, c'est ça le vrai bonheur donc je vais le faire et finalement ils sont à côté de la plaque et ils sentent qu'au fond d'eux il y a quelque chose qui ne va pas quand ils prennent le temps d'écouter leur cœur. Et ils évitent ça, donc soit avec les distractions, et là, les distractions, tu sais de quoi je parle, Thomas, tu vois, c'est l'alcool, les drogues, le sexe, les YouTube, TikTok, Instagram, voilà, je suis tout le temps dans les écrans, tout le temps en train de regarder des films, tout le temps dans les soirées, j'essaie de surtout pas m'arrêter, prendre de pauses, surtout pas, parce que sinon, je vais voir à quel point je suis à côté de la plaque. Ou alors, il y a ceux qui en ont conscience, qui en rêvent, mais qui ne se le permettent pas parce qu'ils ont des croyances limitantes, parce qu'ils se disent, mais ok, je sais que c'est ça que je veux, mais j'en suis pas capable, j'y arriverai jamais. C'est pas fait pour moi.
je mérite pas ça. Enfin, tout ce genre de pensées limitantes. Des gens comme ça, j'en ai rencontré et je me suis dit, moi, je suis capable de les aider parce que je suis passé par tout ça. Je suis passé par, par toutes ces difficultés et ça m'a permis aujourd'hui de comprendre que c'est ça aussi qui va moi aussi me permettre d'atteindre l'épanouissement, la plénitude, le bonheur. C'est quand je sens que je donne du sens à ce que je fais. Et à chaque fois que j'aide un client, en fait, je m'aide aussi quelque part. Et il y a, tu vois, il y a un échange, tu vois. Chaque client est un trésor pour moi que je découvre et j'en apprends plus sur moi à chaque fois. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai découvert qu'en fait, c'est ça pour moi, le sens du bonheur, c'est de contribuer positivement, d'aider les autres, de travailler pour transcender mes besoins. Donc, du coup, on en revient à la pyramide de Maslow. Et ce que j'essaie de proposer à mes clients, du coup, c'est de trouver un système qui va répondre à tous ces besoins en même temps. Autant les besoins physiologiques, parce qu'il faut bien payer son loyer, mais aussi d'aller jusqu'au sommet, l'estime de soi, la reconnaissance et la transcendance, transcender ses besoins et trouver sa mission de vie. Tu utilises quoi comme tu viens de parler de tout l'accompagnement? Est-ce que tu peux nous dire un peu dans les grandes lignes les techniques que tu utilises pour un peu débloquer les personnes? Moi, j'avais une question même qui me venait là, c'était, je l'ai écrit tout à l'instant, les personnes qui vivent des phases de stress aussi, parce qu'il y a le boulot, c'est très important. Comment tu peux aussi aider ces personnes-là? Est-ce que tu as différents conseils qu'on a ces moments de dépression, de stress, comment arriver à débloquer tout ça? Bien sûr, bien sûr. Pour le stress, il y a plein d'outils qui sont disponibles. Déjà d'identifier les causes de stress, les stresseurs. Travailler sur les croyances à rapport à des stress. Il y a la restructuration cognitive qui est notre rapport avec ces sources de stress, comment notre dialogue interne va nous mettre dans une situation incapacitante. Le fait de le dialogue interne, c'est cette voix à l'intérieur de sa tête qui nous dit ah là là, c'est chaud, tu vas pas y arriver. Voilà, et donc du coup d'apprendre à se réguler. Il y a aussi de connaître sa capacité de gestion du stress parce qu'on n'est pas tous égaux face au stress. Il y a des gens qui peuvent accumuler qui peuvent absorber beaucoup de stress. Il y en a qui peuvent un peu moins. Donc déjà connaître sa capacité personnelle, se connaître soi, connaître les sources de stress et voir à quel point on peut remplir cette bouteille sans faire en sorte qu'elle déborde. Okay. Après, il y a savoir le stress positif, le stress négatif. Quelles sources de stress sont positives et va nous activer, nous motiver. Ça, c'est du stress, moi, que j'apprécie. Ça me permet vraiment de me dépasser. Après, il y a le stress négatif qui va au contraire t'handicaper, te bloquer ou être douloureux, limite. C'est comme les sportifs de haut niveau, comme tu dis, que tu accompagnes. Je pense que tu as dû en connaître. C'est ce stress de la compétition, ou même ce stress, des fois, même de la peur de gagner, qui paralyse, en fait. C'est ça. Ouais. Après, les sportifs de haut niveau, moi, j'accompagne surtout, je suis formé pour les sportifs de haut niveau, mais j'accompagne surtout les dirigeants qui, pour moi, sont une sorte de sportifs de haut niveau. Ça marche. Bon, on va aller sur ça. Donc, c'est la troisième partie de ton parcours. Donc, ça y est, tu travailles à la défense, tu te rends compte que tu as beau être ingénieur au top de la pyramide, on va dire, de Maslow, mais en fait, tu n'es pas vraiment. Tu n'es pas en fait vraiment en haut parce qu'il manque la partie transcendance. Et c'est là que tu fais si on comprend bien, tu fais un travail sur toi-même pour te rendre compte que ton pourquoi, il n'est pas là, en fait, il n'est pas comblé. Et donc, comment tu quittes ce métier d'ingénieur pour développer cet aspect coaching et trouver les clients et à quel client voilà, tu t'occupes en plus ça. Ouais. Alors, ce métier, par rapport à mon parcours, il y a vraiment une certaine catégorie de personnes que j'ai eu envie d'aider. C'est ce que j'ai dit juste avant. Ces gens-là qui sont bloqués, je me dis, mais ils ont tellement de potentiel, mais ils sont juste bloqués ou conditionnés, de mal conditionnés. J'ai envie de les libérer, tu vois, de leur dire, mais regarde ce qui est possible de faire. Il y a aussi ma passion, le fait que moi, je sois passionné de développement personnel depuis très jeune. D'ailleurs, quand je disais L'Alchimiste, c'est un livre que j'ai lu très jeune. Et généralement, quand je lis un bouquin, j'adore aussi mener des actions. Je suis très, très dans l'action. Tu vois, quand je lis un bouquin, il faut que je passe à l'action. Il faut que j'en fasse quelque chose. Sinon, pour moi, j'ai juste brassé de l'air, quoi. Et donc, ça, c'était une passion. Et puis,
je me suis rendu compte que ça me plaisait. Quand j'ai commencé, j'ai eu des super résultats avec certains clients. Enfin, mes premiers clients que j'ai eu un déclic. Je me suis dit, mais magnifique, quoi, ça marche super bien. Des gens assez rapidement, dès que je suis sorti de ma formation, ma certification, j'ai mis en place des outils que je maîtrisais à peine, tu vois. Et je me suis rendu compte à quel point ces outils que je maîtrisais, que je venais de découvrir, étaient très puissants. Alors, ce sont des techniques qui viennent de la psychologie, qui viennent de la programmation neurolinguistique. Il y a plein, le coaching, ça utilise toutes sortes de techniques, tu vois. C'est très large, la psychothérapie, les TCC, enfin voilà, c'est les sciences du langage, les sciences sociales, enfin vraiment, on va puiser tout ce qui marche et ça, c'est super puissant. Et derrière, quand toi, tu arrives à les appliquer, à les mettre en pratique et que tu prends de l'expérience, donc là, moi, ça fait 5 ans aujourd'hui que je pratique, ben, en fait, c'est de la magie, c'est pratiquement de la magie, quoi. C'est magnifique et en plus, j'adore parce que tu vois le fruit de ton travail tout de suite. Tu vois tout de suite dans la vie des gens qui changent, dans comment ils reprennent le sourire, comment ils se disent mais c'est incroyable. Enfin, et tu vois que c'est pas forcément toi qui les a amenés. Il faut toujours remettre l'attention sur le client. Un bon coach, il va dire j'ai eu un bon client qui a bien travaillé. Il va pas dire c'est grâce à moi, c'est pas moi qui fait, c'est le client qui fait. Donc je suis super fier d'eux. Et moi j'ai aussi énormément de satisfaction de me dire j'ai été un guide, on va dire, dans ce parcours-là, ou voire un catalyseur, tu vois. Ok. Toi qui a des clients d'un certain niveau, des dirigeants, est-ce que tu as décelé un point commun dans quand ils viennent te voir, c'est quoi en fait ce qu'ils recherchent? Parce que s'ils sont dirigeants, normalement, je pense qu'ils ont atteint un certain niveau de revenus, ils ont l'argent, ils ont la situation, ils ont tout ça, mais il leur manque quelque chose. Est-ce que tu arrives des fois à déceler c'est quoi ce qui leur manque? Pourquoi ils sont pas heureux? En fait, c'est très compliqué parce que quand on travaille dans l'humain, c'est difficile de faire des généralités. Chaque individu est tellement différent l'un de l'autre. Après, je peux te donner des exemples. Par exemple, l'aversion au risque. Tu vois, moi, je suis quelqu'un qui a pris pas mal de risques dans sa vie. C'est vrai que je sais que le risque, c'est quelque chose c'est plus facile à prendre des risques quand on n'a pas grand-chose à perdre. Plus on a à perdre et plus c'est difficile de prendre des risques. Et donc, les gens qui ont atteint un certain niveau, que ce soit financier ou professionnel, ont peur de repartir. Et ça, ils savent le parcours qu'ils ont eu et les épreuves qu'ils ont dû affronter. Ils se disent, ouais, j'ai pas envie de repartir à zéro, quoi. J'ai fait tellement pour en arriver là, je vais pas faire n'importe quoi. Et donc, du coup, au bout d'un moment, ça devient limitant. Et c'est quand ça devient limitant que là, moi, j'interviens pour débloquer ça. Magnifique. Pour se dire, voilà. Après, il y a peut-être des fois des gens qui sont là, on est plus dans la préparation mentale, c'est dans des besoins de performance, de gestion du stress, pouvoir gérer son stress. Ça veut dire aussi quand on est en sous-stress aussi, quand on n'est pas assez stressé, pouvoir s'activer. Ça, c'est l'exemple du sportif quand il va se retrouver face à, je sais pas, à une compétition, dans une compétition, et qu'il a besoin de se monter, voilà, la niaque, avoir la niaque. Donc, du coup, il y a des méthodes pour activer. Ça passe par la respiration, la visualisation, l'imagerie mentale, tout ça. Il y a plein d'outils. Et à l'inverse, quand on est en surstress, donc là, on est en hypostress, quand on est en surstress, revenir un peu plus bas. Donc là, c'est plus des méthodes de relâchement, de relaxation, où on va s'ancrer dans une sorte de sérénité pour redescendre son niveau de stress. Et quand on arrive à gérer son stress comme ça, on peut mettre le curseur et régler ça pour toujours être dans la performance optimale. Magnifique. Et voilà. Après, il y a, pour en revenir un peu à ce que tu fais, toi, tu accompagnes les gens qui veulent perdre du poids. Je peux parler aussi de motivation. Qu'est-ce qui va peut-être que j'anticipe un peu tes questions, mais voilà, tu me parlais de. J'ai vu dans une des questions, tu m'as demandé comment garder une mentalité de guerrier. Ouais, ça va être la prochaine que je vais te poser. La prochaine question, voilà, je l'ai anticipée. Voilà, tu as anticipé. Mais ouais, même peut-être pour des gens qui veulent perdre du poids, là, sur l'aspect mental, par exemple, comment tu pourrais les aider parce que ça arrive, ils veulent perdre, mais ça a du mal à descendre sur la balance, les entraînements, ils ont du mal. Ouais. Alors sur toute la partie physique, la partie physiologique, alimentation, diététique, je pense que c'est toi qui vas mieux en parler que moi.
Ça, c'est ton domaine d'expertise, c'est là où tu es excellent. Moi, je peux peut-être apporter une petite touche personnelle sur la motivation, tu vois, sur ce qui va donner l'envie de faire ce que tu vas préconiser. Et la motivation, du coup, il y a pas de je suis motivé ou je ne suis pas motivé. C'est pas binaire, tu vois. C'est pas de motivation ou de motivation, comme on pourrait le croire. En fait, il y a différents types de motivation. Déjà, c'est de comprendre quels sont ces différents types de motivation. Le premier, le niveau le plus bas, c'est l'absence de motivation, évidemment. Donc là, je vois pas pourquoi j'irais perdre du poids. Je vois pas pourquoi je ferais un régime. Je vois pas ce que ça m'apporterait. Pardon. Donc du coup, je vais pas le faire. Après, il y a la motivation extrinsèque. Extrinsèque, ça veut dire qu'il vient de l'extérieur. En gros, j'ai envie de me motiver pour faire ça, mais pour des raisons qui ne m'appartiennent pas. Je peux te donner un exemple. Ta cliente qui va venir te voir parce qu'elle veut rentrer dans sa robe de mariée, elle a des raisons de perdre du poids, mais elles sont externes. C'est parce que j'ai peur d'être jugé, j'ai peur du regard des autres. C'est une motivation qui est un peu au niveau un peu bas de gamme. C'est pas la meilleure motivation. Elle va être fébrile, cette motivation. Elle va être fragile, tu vois. Après, il y a d'autres motivations un peu toujours extérieures, mais qui peuvent être un peu plus autorégulées, tu vois, qui peuvent être autorégulées. Quelqu'un qui veut, par exemple, perdre du poids parce qu'il se dit, je veux pas être jugé comme quelqu'un de mal, de pas bien dans sa peau. Voilà. Je veux être mieux dans ma peau parce que j'ai peur d'être jugé par les autres, parce que j'ai peur des gens qui sont grossophobes, j'ai peur d'être traité de ci, de ça, de fainéant, je ne sais pas ce qu'on pourrait avoir comme image négative sur les gens en surpoids. Et donc, du coup, par rapport à cette peur du regard des autres, je veux me motiver. Donc là, on a un niveau un peu plus motivé, tu vois, un peu supérieur. Après, on a encore un peu plus haut. Là, c'est, je veux perdre du poids parce que je veux être en bonne santé. Parce que ça me fait plaisir d'être en bonne santé. Je veux éviter de tomber malade. C'est toujours de la motivation négative, un peu extérieure, et elle n'est pas encore autorégulée, tu vois. Après, on a encore un niveau où c'est mon mode de vie, je suis quelqu'un qui est fit, qui est bien dans sa peau, c'est comme ça que je m'identifie. Donc, je vais faire l'effort de me motiver pour y arriver. Et après, on a le summum de la motivation, qui est la motivation intrinsèque. C'est la plus élevée. C'est je me motive à faire du sport parce que j'aime faire du sport. Je me motive à perdre du poids parce que j'aime perdre du poids. Là, on n'est plus dans le résultat, dans l'attente d'une récompense ou d'une carotte. On est dans le j'aime le processus déjà, de toute façon. Et quand j'aime le processus, en fait, il y a plus de besoin de motivation. En fait, tu le fais naturellement. Tu te lèves le matin et dis mais j'aime faire ça. Un excellent pianiste, je change d'exemple, c'est pas celui qui veut devenir bon au piano, c'est celui qui aime jouer au piano. Ouais. Et ça, c'est la motivation intrinsèque. En fait, il aime tellement que ça devient une habitude. Moi, il y a des moments, je n'aime pas aller m'entraîner, j'aime pas là aller sur le tapis et courir des kilomètres, ça me saoule. Mais en fait, c'est tellement ancré en moi, comme tu dis, et depuis tellement longtemps que je fais ça, que maintenant, j'ai même plus besoin de motivation. Là, en fait, j'avais vu un séminaire de David Laroche, où lui aussi, coach mental aussi, et il parle beaucoup de développement personnel sur sa chaîne YouTube. Et il disait qu'il interviewait des sportifs de haut niveau, des grands athlètes. Et les athlètes, en fait, par rapport aux autres, c'est que c'est des personnes humaines comme nous, mais sauf que quand elles vont s'entraîner, il n'y a plus de question de motivation ou pas, en fait. S'il y a de la motivation, on va dire c'est un peu le beurre sur les épinards. C'est « Ah, top, aujourd'hui, je suis motivé. » C'est l'énergie en plus. C'est un peu comme je suis, en fait. Moi, je m'entraîne. Il y a des moments, c'est pas top. Il y a des moments, je sais pas pourquoi, j'ai de l'énergie. Et je me dis, c'est cool aujourd'hui, là, je vais faire une belle séance. Mais dans tous les cas, j'ai pas besoin de motivation, en fait. C'est une habitude ancrée en moi. Ouais. Mais ça met du temps. Ça met du temps. C'est ça. J'ai connu ça quand je faisais des arts martiaux. Quand j'ai pratiqué les arts martiaux, je m'entraînais, mais je ne m'attendais pas à devenir bon ou excellent, en fait. Je m'entraînais juste parce que j'aimais m'entraîner. Point. Après, la réussite, c'était une conséquence. Une conséquence. C'est comme quand je faisais aussi du crossfit. J'adore ce sport. J'adorais y aller. J'adorais l'ambiance, retrouver mes collègues. Je m'entraînais, je m'amusais. Et le fait d'être fit et en bonne santé et sec et d'être en forme physique, c'est une conséquence que je ne cherchais pas forcément. Donc, la motivation, elle était dans le processus directement. Et ça, en préparation mentale, on arrive à travailler là-dessus pour faire en sorte que ça devienne qu'on puisse s'améliorer apprécier le processus pour atteindre sa performance optimale. Magnifique. Je vais arriver sur cette question. Pour toi,
comment développer un mental de guerrier. Alors, cette question, elle ne vient pas de moi directement. C'est un de mes clients. Je lui ai dit, ouais, je vais interviewer Walid et tout. Et il me disait, ouais, moi j'ai un métier assez prenant. Je fais des conférences. Il doit former des gens. Il doit être toujours un peu sur le qui-vive. Son apparence est importante. Et il a des membres de son équipe, des fois, qui baissent en motivation, qui n'atteignent pas leurs objectifs et qui craquent un peu. Il m'a dit, ouais, Thomas, de poser la question, comment on fait pour développer un mental de guerrier, en fait? Quelqu'un qui lâche rien, qui va au bout, quoi. En préparation mentale, il y a plusieurs aspects. Nous, en préparation mentale, on va travailler sur ce qu'on appelle les habiletés mentales. Voilà, tout ce qui est capacité mentale. Et capacité mentale, en fait, il y en a plusieurs. La première, déjà, c'est la gestion des émotions. Les émotions, c'est vraiment au cœur du processus d'accompagnement, parce qu'on va plus savoir comment gérer ses émotions. Alors, je dis pas contrôler ses émotions, hein, parce que c'est pas possible de les contrôler, mais plus les gérer. Donc, savoir qu'elles existent et savoir qu'elles sont là aussi peut-être pour nous aider ou à les laisser aller quand elles sont contre-productives et non pas lutter contre elles. Déjà, enlever cette friction et cette résistance face aux émotions. Les émotions, quand on est face, par exemple, à un paquet de chips, tu vois, on a envie de craquer. On a cette émotion qui est là. On sent qu'on est fébrile. Du coup, comment comprendre et gérer cette émotion? Ou alors, quand on est à la salle de sport et qu'on a besoin de fournir plus d'efforts pour atteindre son objectif, comment aussi lutter contre la résistance mentale. Après, donc là, ça permet la maîtrise de soi, tu vois. Il y a aussi tout un aspect concentration, être concentré, la capacité de concentration vers son objectif, c'est vraiment super important aussi, de ne pas se laisser distraire à droite, à gauche, de rester focus. Ça, c'est quelque chose qu'on peut vraiment travailler en préparation mentale. Le fait d'être autonome, j'en ai parlé tout à l'heure, pas avoir besoin de quelqu'un qui vienne nous taper sur les doigts ou nous mettre un coup de pied aux fesses, vraiment être seul face à son épreuve et savoir qu'on peut puiser des ressources en soi pour y arriver. Et donc là, on en arrive aussi à la confiance en soi. Gérer ses émotions, c'est aussi pouvoir s'activer, se mettre en mode guerrier. Donc, c'est aussi, il y a une technique de respiration, en fait, tout simplement, qui permet de le faire. Il y a une respiration très simple pour se relaxer. Il y a une respiration aussi pour s'activer. Je peux vous donner les exemples. La respiration, par exemple, pour se relaxer. Moi, je l'utilise de temps en temps. Je l'ai utilisé d'ailleurs juste avant cette interview, là, tu vois, parce que je me suis dit, allez, je vais me relaxer. C'est d'inspirer profondément, de bloquer, d'expirer lentement par la bouche, de rebloquer et de recommencer. Tu vois, ça, c'est un outil super simple. Et ça te relaxe. Quand tu es dans le stress, tu vois, là, je sens que ma voix, elle s'est ralentie, je me suis détendu et je me sens mieux. Et là, quand je suis en stress, ça, du coup, ça me rancre et je peux me focaliser sur mon objectif et je suis meilleur dans ma performance. Je suis plus précis. Voilà. La respiration d'activation, au contraire, c'est quand je suis pas assez stressé et que j'ai besoin de me motiver. Donc là, c'est plus comme quand tu allaites avec des respirations beaucoup plus courtes et rapides et seulement par la bouche comme ça. Et tu bouges les bras, tu bouges la tête en même temps et tu bouges le corps. Il faut activer le corps. Et là, boum. Et là, tu deviens un guerrier, tu vois. Là, tu n'es pas motivé, d'un coup, tu es motivé, tu vois. Et ça, c'est des exercices super simples, tu vois. Et là, du coup, tu vois, là, je suis beaucoup plus… J'ai envie de bondir sur ma chaise, tu vois. Donc ça, c'est des techniques de respiration. Ça permet ça. Après, il y a les techniques d'imagerie mentale. L'imagerie mentale, c'est super performant. C'est super efficace en préparation mentale. Parce que là, il faut que je redescende parce que je suis trop activé. En fait, toi aussi, tu as ressenti quoi, du coup, toi? Moi, c'est surtout la première qui m'a vraiment relaxé là. Surtout que je vais dormir dans pas longtemps. Et, je sais que ça marche beaucoup sur moi, ce type de relaxation, parce que j'en faisais beaucoup quand j'étais sportif de haut niveau. Je me prenais un temps pour
pour me poser sur un tapis et j'avais une bande audio qui passait. Et c'était souvent ça, en fait. Au départ, c'était une focalisation. Je me focalisais sur ma respiration. Il y avait une voix qui me parlait et je devais contracter mes muscles et les laisser descendre. Donc, ce type d'exercice, il marche très, très bien pour moi parce que je pense que j'ai des habilités, parce que j'ai tellement travaillé que ça marche tout de suite, en fait. Et je me relaxe toujours tous les matins. Je me fais un moment juste de me poser au calme. Je m'allonge. Et là, tu mets le doigt sur un truc important. Pardon, je t'ai coupé. Ouais, et donc la deuxième, pour le coup, j'ai pas trop l'habitude, celle-là d'activation, j'ai pas trop l'habitude. Mais c'est vrai qu'elle monte un peu plus. Mais bon, j'étais un peu plus relâché là, de la première. Donc, ça fait trop froid. Ouais. Et tu mets le doigt sur un truc important, c'est super important ce que tu viens de dire, c'est que c'est pas des solutions miracles qui vont tout de suite être efficaces. C'est des choses c'est comme un entraînement en fait. Plus on va pratiquer toutes ces techniques et plus elles vont avoir d'effet sur soi. Et c'est dans la pratique et dans la durée qu'elles vont être. Et donc toi, tu as eu le temps de les pratiquer pendant assez longtemps pour qu'elles deviennent vraiment efficaces. Ouais, et c'est pareil pour l'imagerie mentale. Ouais. Sans m'en rendre compte. Pour le coup, l'imagerie mentale, moi, ça m'intéresse quand tu en as parlé parce qu'on était sur la respiration. Mais donc, concrètement, l'imagerie mentale, c'est quoi juste? Alors, l'imagerie mentale, c'est comme la respiration. C'est un outil qu'on a tous à notre disposition qui est terriblement efficace, mais qu'on n'utilise pas forcément comme ça. C'est tout simplement l'imagination, la visualisation. C'est très important. Ça permet de pouvoir pratiquer dans la tête, tout comme on pourrait le faire dans la réalité, et ça a des vrais effets. D'ailleurs, il y a une expérience que je cite souvent. J'ai plus en tête dans quelle université ça a eu lieu, mais je pourrais le remettre dans les commentaires ou quelque chose comme ça, si je peux l'ajouter. C'est des gens ils ont pris 3 groupes de travail. Ils leur ont demandé en fait de faire un exercice pour se muscler le bras, pour renforcer la force du bras. Et donc du coup, il y a eu 3 groupes. Il y en a un premier groupe, ils leur ont demandé de faire de la musculation, tu vois, classique, musculation. Ils ont mesuré avant et après. Il y a un deuxième groupe qui, lui, ne s'entraînait que par la pensée, assis, en tailleur, tu vois, comme tu peux l'imaginer, et juste par la pensée, imaginer qu'ils sont en train de faire le mouvement. Et puis un troisième groupe qui, lui, dit groupe de contrôle, qui ne faisait rien du tout. Tu vois, ils n'ont ni mental, ni physique, rien du tout. Alors, comme on peut l'imaginer, ceux qui n'ont rien fait, ils ont eu 0% de progression dans leur force du bras. Normal, pas de surprise. Ceux qui ont fait l'entraînement musculaire, ils ont eu 56% de force musculaire en plus. Jusque-là, on n'est pas surpris, tu vois, c'est normal, ils sont musclés. Ce qui a été ouf, tu vois, mais vraiment incroyable, c'est que ceux qui se sont entraînés mentalement, ils ont eu une augmentation du bras de 35%, sans bouger. C'est vraiment possible. Et ça, c'est prouvé scientifiquement. C'est un truc de dingue. Ça a été prouvé. Je te mettrai les liens de l'étude. C'est vraiment incroyable, tu vois. Et tu te dis que, voilà, l'entraînement mental, il est presque aussi efficace que l'entraînement physique. Donc ça, c'est une technique pour s'entraîner. Mais il n'y a pas que ça. Ça, c'est juste un petit aspect de l'imagerie mentale. Il y a aussi les ancrages, tu vois. Les ancrages, c'est quand tu vas réussir à te mettre dans un certain état émotionnel par la pensée. Tu vois, c'est comme la respiration, c'est le même objectif que la respiration. Tu as l'ancrage de performance où tu vas te mettre dans un état de performance optimale, où tu es au taquet et tu sais que tu vas réussir et bien marquer le point ou réussir ta prestation. Et tu as l'ancrage de sérénité qui est par la pensée. En fait, c'est la pensée associée à un mot-clé et un geste, tu vois. Donc, des fois, les entraîneurs, ils font ça avec une tape sur le dos, tu vois. Une tape sur le dos avec un mot-clé et bim, tu as le sportif qui se met dans un état particulier de machine, tu vois, ou la sérénité, quand il est trop en panique, ça peut être un autre geste, ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être tu te pinces, tu vois, c'est n'importe quoi, et n'importe quel mot-clé, tu vois, et ça, tu peux l'associer mentalement à une expérience intérieure. Ça, c'est les ancrages. Ça, c'est très utilisé dans le sport de haut niveau. Tous les sportifs connaissent ça. Notamment aux Jeux Olympiques, etc. Après, tu as l'imagerie de correction où tu vas imaginer une situation et tu vas la visualiser, tu vas imaginer ce que tu aimerais qu'il se passe à la place. Donc, tu vas, bon là,
je suis pas assez sur mes appuis, là, je suis pas assez bon. Ça, c'est dans le domaine du sport, ça peut être le cas, mais ça peut être, par exemple, là, il est 23 heures, je reste pas à traîner sur mon téléphone, je me vois en train de ranger mon téléphone, je me vois en train de me brosser les dents et d'aller me coucher et de passer une très bonne nuit, tu vois. Tu peux vraiment corriger tous les mauvais comportements que tu as dans ta vie, mauvais dans le sens où ils ne t'apportent pas, ils sont mauvais pour toi parce que tu sens que ça ne t'apporte pas du bien-être. Bah, du coup, tu peux les corriger mentalement. Et ce que tu corriges mentalement se reflète dans la réalité. Et ça, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment puissant. Après, il y en a plein d'autres d'exercices de visualisation. Très important, allez, un dernier, les objectifs, tu vois. Ouais. Visualiser ton objectif, savoir ce que tu veux. Pour ton cas, par exemple, ça va être, je suis fit, je porte des vêtements qui me vont bien, qui sont ajustés. Je rencontre des partenaires, je rencontre l'amour. Grâce à ça, je me sens plus en confiance, je suis à l'aise, je suis bien dans ma peau. Qu'est-ce que tu ressens quand tu es comme ça? Enfin, tout ça, c'est des exercices qu'on peut pratiquer avec tes clients, par exemple, pour leur donner encore plus de niaque, tu vois, plus de motivation. Magnifique, ouais. C'est l'imagerie, en fait, je pense que c'est le travail en amont de l'action. C'est-à-dire qu'on voit l'action doit être faite, mais avant, on la voit déjà dans sa tête, on l'imagine, on essaie de la perfectionner dans sa tête pour que dans la réalité, forcément la réalité va être un peu différente, mais au moins on a anticipé un peu ce que va être la réalité. Moi, l'objectif qui m'a beaucoup aidé sur l'imagerie mentale, si j'y pense, c'est le défi que j'ai eu cette année sur le marathon, où quand je courais, en fait je me suis préparé juste un mois avant le marathon, j'ai été prévenu à la dernière minute, et j'ai passé cette épreuve, je ne courais plus, ça faisait des années que je ne courais plus. Et je me suis mis sur le tapis et j'ai perdu des kilos. Enfin, il m'est arrivé plein de choses. Et surtout, ce qui m'a permis de tenir sur le tapis, parce que c'était long, je ne courais pas que 2-3 km. Il fallait que je fasse du 10, 12. Je me voyais passer la ligne d'arrivée et prendre la médaille. Ouais. Je me voyais que cette ligne. Je voyais que cette ligne d'arrivée, cette ligne. Et quand le jour J, en fait, j'étais tellement motivé que je me disais, chaque mètre me rapproche de cette ligne. Chaque mètre me rapproche, chaque kilomètre, chaque pas me rapproche de cette foutue ligne que j'ai imaginée. Et du coup, tu n'as pas lâché. Ouais, je n'ai pas lâché. Et pour un premier, voilà, j'ai fait un bon temps. J'ai fait en dessous des 4 heures. Tu vois. Et pour une personne débutante qui n'a jamais couru, qui a couru qu'un mois avant, je demandais aux ceux qui en font régulièrement, ils m'ont dit, ouais, c'est pas mal la perf que tu as fait. Donc, ouais, c'est solide. Hein. Mais ça vient je pense, ça vient aussi, l'imagerie mentale, inconsciemment, m'a beaucoup aidé. Ouais. Ah non, mais la puissance du mental, elle est impressionnante. Hein. On peut déplacer des montagnes avec ça. C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Toi, dans ton parcours, tu as dit que tu étais très développement personnel, mais est-ce que tu penses que c'est grâce aussi à ça, en fait, que tu as pris tous ces risques? Est-ce que tu te voyais, quand tu étais chez toi, tu parlais d'aller aux États-Unis? Est-ce que ça bouillonnait dans ta tête? Tu te voyais à Miami? Ok, c'est ça qui est. Ouais, c'est ce que je dis souvent. Je dis à l'école, ma maîtresse d'école, elle m'appelait Gagarine, tu vois. Elle m'a traumatisé. Gagarine, c'est le premier homme à aller dans l'espace. À quoi? Ouais, à être allé dans l'espace. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est l'astronaute, c'est ça, ouais. Et tu vois, elle se moquait de moi parce qu'elle me disait, t'es toujours sur la Lune, tu vois, toujours sur la Lune, celui-là, et là. Et en fait, j'étais toujours sur mes bulletins, tu pouvais lire distrait, toujours. Et moi, toute ma vie, je pensais que c'était, enfin, mon enfance en tout cas, je pensais que c'était un défaut, tu vois, je me dis, mais j'en ai marre d'être distrait, à chaque fois, je me perds, je me retrouve, sens d'orientation zéro, tu vois, tu me montres un chemin, je le fais, mais en fait, entre-temps, j'ai pensé à 1000 trucs, mais comment j'en suis arrivé là, tu vois. Et aujourd'hui, en fait, j'ai compris que c'était pas du tout un problème. En fait, c'est juste que je suis quelqu'un qui visualise constamment les choses. Et quand j'étais au lycée, je visualisais ma vie aux États-Unis. Je visualisais ma vie aux États-Unis. Et en fait, j'ai même eu une drôle d'impression quand je suis sorti de l'aéroport. J'ai vu un taxi jaune passer, tu vois, les taxis jaunes comme dans les films, tu vois. Je fais ouah, et je me suis dit, mais ce taxi, en fait, je l'ai déjà vu des milliers de fois dans ma tête. Pour moi, c'était pas la première fois que je le voyais, tu vois. Et c'est ça aussi qui te permet de te dire, je vais y arriver, je lâche pas. Et t'essayes encore un peu plus, t'essayes encore plus. Tu fais encore un petit pas en plus. Tu fais encore un petit pas. Parce que tu le vois, tu perds pas de vue ton objectif. Et quand tu perds pas ton objectif de vue, bah, tu sais pourquoi tu fais tout ça. Tu sais que c'est possible, en fait. Et tu peux tromper ton cerveau. C'est comme,
Tu sais, quand tu fais quelque chose pour la première fois, tu sais pas si tu es capable de le faire. Tu sais pas. Donc, du coup, tu le fais. Et quand tu le fais, ta mémoire, elle te dit, OK, ça, tu l'as déjà fait, ça, c'est validé. Next, c'est bon. Si tu dois le refaire, il n'y a pas de problème. Eh bien, la visualisation, ça te permet d'acquérir, entre guillemets, cette expérience mentalement. Tu fais croire à ton cerveau que tu as déjà fait quelque chose alors que tu ne l'as jamais fait. Et le jour où tu dois vraiment le faire en vrai, ben, ton cerveau, il se dit, mais c'est bon, ça, je l'ai déjà fait. Des dizaines, des vingtaines de fois. Il n'y a pas de souci. Je vais y arriver, tu vois. Et tu fais bugger ton cerveau comme ça et tu peux faire plein de choses. Tu peux faire plein de choses. Magnifique. En tout cas, je pense que là, Walid, tu nous as donné beaucoup de valeur là, sur cette vidéo. Merci beaucoup à toi. Alors, je laisse tes contacts. Vous avez vu, Walid est très généreux. Elle nous a donné beaucoup de clés. Et si vous voulez aller beaucoup plus loin, je vous invite vraiment grandement à s'abonner à son Instagram, Walid Aouini, et à le contacter aussi sur son adresse mail, walid@réaliser-votre-potentiel.com. Est-ce que tu as d'autres contacts peut-être que tu voudrais que je laisse Non, après voilà, Instagram, Walid, Déclic et Potentiel, YouTube, pareil, Déclic et Potentiel, voilà, n'hésitez pas. Et puis mon email, si vous voulez me contacter directement. Sur mon site, réaliser-votre-potentiel.com, il y a WhatsApp, je suis joignable, je réponds, il n'y a pas de souci, quoi. Je suis avec grand plaisir. S'il y a des questions ou des conseils, n'hésitez pas. Walid, le coach du déclic, moi, ça me plaît ça. Parce que moi aussi, Merci Thomas, merci beaucoup pour ton invitation. C'était vraiment cool, j'ai vraiment adoré. Voilà, c'était super sympa. Et il y a beaucoup de choses que tu as dit qui m'ont parlé. Hein. Je disais rien, mais ça me parlait beaucoup. Ouais. Surtout la dernière partie, quand tu dis que tu étais un peu rêveur, c'est pareil pour moi. La visualisation, la relaxation, le développement. Ah tiens, j'ai oublié de te poser une question avant que je coupe la vidéo. Tu as parlé de ton livre qui t'a bouleversé, Paulo Coelho, mais sauf que ça, c'était le Walid adolescent. Maintenant, est-ce que tu as un autre livre que tu pourrais dire pareil, qui t'a bien chamboulé, que tu voudrais partager à tout le monde, que tu conseillerais de lire? Il y en a trop, il y en a trop, mais si je peux vraiment en donner qu'un, c'est le livre qui a vraiment m'a fait switcher et que je lis au moins une fois par an. C'est Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Voilà, ça c'est le livre. C'est de, comment on dit, je sais pas l'expression, tu sais, quand on dit que c'est médical, enfin c'est de, je sais plus, il y a une expression, on dit c'est de, je sais plus. Quand on dit que c'est presque, on devrait le prescrire aux gens, tu vois, pour une bonne santé mentale, tu vois. Ouais, le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle, c'est un livre que je recommande. Après, pour chaque chose, il y a plein de livres. Je lis un livre par semaine. Donc, si vous avez vraiment besoin, vous avez un problème spécifique et vous voulez savoir quel livre pourrait vous aider, vous pouvez m'écrire aussi pour ça. Tu vois, je peux donner des billes. J'ai lu tellement de trucs. C'est difficile de choisir. En tout cas, merci beaucoup. Oui, c'est un livre best-seller. Ça y est, moi, je l'ai. Il faut vraiment que j'arrive à le terminer. Mais il est très parlant, celui-là. Vraiment pour se concentrer sur l'instant T et arrêter de divaguer dans tous les sens. Merci beaucoup, Walid. Est-ce que tu as le dernier mot peut-être? Avec plaisir. Écoute, c'est toujours un plaisir. C'est, tu sais, la motivation intrinsèque. Tu sais, tout à l'heure, je parlais du plaisir dans ce que tu fais. J'en ai eu là. Et ça, voilà, c'est des interviews comme ça avec toi, on pourrait en faire tous les jours. C'est un grand plaisir. C'est comme quand je coach mes clients, c'est un grand plaisir. Je suis focalisé sur le moment présent et j'adore le processus. Et donc, voilà, ça, c'est vraiment énorme, quoi. C'est vraiment trop bien. Donc, je suis super content. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye bye. Ciao, ciao.